Et bonjour, bienvenue sur ce Comment Talk spécial journalisme et RP. Je suis avec Nicolas César qui est juste à côté de moi, virtuellement. Nicolas César qui est journaliste chez Sud-Ouest et qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'accepter notre invitation pour ce Comment Talk un peu spécial. Pour les étudiants, dont je sais qu'ils sont nombreux, nos étudiants de l'ESP, vous le savez ce que c'est un Comment Talk, mais pour toutes les autres personnes qui y assistent aujourd'hui, un petit rappel, donc c'est un format de conférence classiquement, normalement, qui se déroule à peu près toutes les semaines dans nos écoles, à Paris, à Lyon et à Bordeaux, où on accueille un professionnel des métiers de la communication, du marketing ou du digital. Il vient nous parler de son métier, de ses attentes, de ses besoins aussi parfois en termes de stagiaires, d'alternants ou voire en CDI. Voilà, ça sera peut-être pas ton cas, Nicolas, mais qui sait, peut-être un jour. Mm. Pour en cette occasion un peu spéciale de confinement, on a décidé d'ouvrir nos Comment Talk, donc déjà de les mutualiser entre les étudiants de nos différents campus, et puis aussi de les ouvrir au grand public, éventuellement aux futurs étudiants en communication ou en RP. Mais je sais que là, ce soir, on a pas mal d'étudiants, notamment en B3, relations publiques et événementielles. Donc les B3, c'est les troisième années de bachelor. Et puis aussi, on a des étudiants en Master 1, communication d'influence et réputation qui sont avec nous sur les pages Facebook de l'ESP Paris, de l'ESP Lyon et de l'ESP Bordeaux. Voilà, donc vous êtes connectés sur 3 plateformes différentes, mais ne vous inquiétez pas, on a des modérateurs, donc il y aura Jérémy et Sarah qui sont sur les chats et qui vont répondre à vos questions et surtout qui vont nous envoyer les questions à Nicolas et moi. Donc, on se fera un plaisir d'y répondre pendant tout le live. Donc, on va rester ensemble un peu plus d'une demi-heure. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le métier de journaliste, sur le groupe Sud-Ouest aussi, à poser à Nicolas. Je sais que beaucoup d'entre vous ont plein de questions plus précises sur comment on travaille avec un journaliste quand on est attaché de presse, quand on est consultant en communication, comment on attire l'attention d'un journaliste. Et sans vouloir spoiler, je voudrais quand même nous dire que Nicolas nous fait le plaisir de nous donner un petit aperçu de l'envers du décor puisqu'on va aller dans sa boîte mail. Voilà, donc ça c'est sympa d'accepter de se prêter au jeu. Donc on va aller voir la boîte mail de Nicolas, on va voir la boîte mail d'un journaliste. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, voire vertigineux. Puis on va aussi voir le rythme effréné. Donc là, Nicolas, tu es en t-shirt sur ta terrasse, mais en Ouais. réalité, bonjour, voilà. En Et réalité, tu travailles beaucoup, n'est-ce pas? On va, voilà. Et il y a des perturbations liées au confinement. c'est normal. Bah, du coup, c'est aussi ça l'objet de ce Comment Talk, hein. Tu vas nous raconter comment ça se passe en période de confinement, comment on travaille quand on est journaliste de presse écrite et pas que. Voilà, donc trêve d'introduction. On attend vos questions et puis je lance avec la première question. Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé au métier de journaliste et ce que c'est ton métier aujourd'hui? Alors moi, je suis arrivé en fait dans ce métier vraiment par passion parce que quand j'avais 14 ans, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme métier connaissant mes envies, mes qualités, mes défauts. Et je me suis dit, bah, tiens, le métier de journaliste m'intéresse parce que je suis très intéressé par l'actualité, j'aime bien écrire, rencontrer des gens, être dehors. Et ça m'a donné envie de faire ce métier. J'avais pas de personne dans mon environnement familial ni Mmh. personnel qui exerçait le métier de journaliste, donc ça me faisait vraiment rêver. Et du coup, bah, je suis allé au centre d'information et d'orientation tout bêtement à Morlaix, dans le Nord Finistère, où j'habitais à l'époque avec mes parents, donc c'est-à-dire à plus de 700 km d'ici. Et puis j'ai demandé comment on devient journaliste. Et là, on m'a dit la voie royale, c'est de faire Sciences Po. Et donc, du coup, bah, je me suis mis en quête de faire une prépa Sciences Po. Après, j'ai passé les concours de Sciences Po, j'ai eu Bordeaux. Et c'est ce qui m'a amené en fait au journalisme. Mais bon, il faut quand même se dire que on n'est pas obligé de passer ni par Sciences Po ni par une école de journalisme, même si c'est évidemment préférable pour devenir journaliste. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont aujourd'hui la carte de presse et qui ne sont pas tous issus de Sciences Po. Sauf que quand même, dans les jeunes générations, beaucoup viennent d'écoles de journalisme, ont fait Sciences Po au préalable, et c'est particulièrement valable dans les quotidiens nationaux. Parce que moi, j'ai travaillé notamment pendant
8 ans comme correspondant régional en Aquitaine du quotidien national de la Croix. J'ai travaillé aussi pour la presse spécialisée, l'usine Nouvelle, qui traite, comme son nom l'indique, de l'industrie. J'ai travaillé aussi pas mal pour des dossiers de l'Express, notamment des dossiers politiques. J'ai travaillé aussi, j'ai fait un stage également au Monde, sans piston, comme quoi c'est possible. Et sans être à l'époque en plus en école de journalisme, puisque moi la particularité c'est que comme j'étais très motivé, que j'ai toujours compris en rencontrant des journalistes à l'époque, ils m'ont dit il faut surtout faire des stages pour voir si tu veux faire ce métier, ce qui est vrai. On voit très vite. Est-ce qu'on a perdu Nicolas? Nicolas, nous avons perdu Nicolas. Alors, si je dois parler à la place de Nicolas, je ne sais pas si vous m'entendez, mais nous avons perdu Nicolas. On va chercher à le retrouver. En attendant, alors ça, c'est des aléas du direct. Alors là, j'aurais bien aimé que ça soit Nicolas qui soit à ma place parce que c'est un peu son boulot normalement. Moi, j'ai rien à faire de ce côté-là de la caméra normalement. C'est pas évident. Nicolas, te revoilà. Sauve-moi la vie. Dis-moi que tu m'entends. Il m'entend pas. Moi, ce que je peux vous dire en attendant, si on va retrouver Nicolas tranquillement, en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait un truc un peu rigolo tout à l'heure. Je suis allée sur le site Sud-Ouest et j'ai tapé Nicolas César, qui est le nom de notre hôte disparu à l'instant. Et quand j'ai tapé Nicolas César, on peut chercher donc les articles qui ont été écrits par Nicolas César. Tu m'entends, Nicolas? Toujours pas. Il ne m'entend pas. C'est pas grave, je continue à vous raconter mon histoire en attendant qu'il revienne. Et en fait, on peut regarder depuis combien de temps, combien d'articles Nicolas César a écrit cette dernière semaine. Donc, j'ai d'abord testé, là, vous le voyez sur votre écran, en une semaine, combien d'articles Nicolas a écrit. Et il en a écrit 63. Voilà, 63 articles depuis les 7 derniers jours. Voilà, donc ça, c'était juste pour la dernière semaine. Et du coup, j'ai essayé pour le mois qui vient de s'écouler. Et il a écrit, je crois, 250 articles. Voilà, donc j'ai vérifié, ils sont tous signés de sa plume. Donc dès qu'il revient, je vous propose qu'on lui demande si c'est vraiment lui qui les écrit ou si le groupe Sud-Ouest a si bien opéré sa transformation digitale que du coup ils ont des robots qui écrivent à leur place. Je l'ignore. En tout cas, pour moi, c'est un formidable exercice de style dans lequel je me sens particulièrement à l'aise. Donc j'espère que nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous regardent et qui voient mon moment de solitude. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Donc, Nicolas ne reviendra pas, hein, c'est ça? Voilà. En attendant, c'est pas grave, on va vous parler de comment on devient. Alors, journaliste, Nicolas vous l'a dit, mais il y a les gens qui parlent aux journalistes aussi. Donc, traditionnellement, on a appelé ça les attachés de presse. Et aujourd'hui, on appellera plutôt ça des consultants RP ou des chargés des relations presse, voire des relations publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le monde de l'influence et de la communication a évolué, c'est un poncif. On est passé des journalistes comme tout puissants détenteurs de l'information et du relais de l'opinion. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de leaders d'opinion que les simples journalistes. On a aussi ce qu'on appelle les influenceurs. Voilà, donc on va avoir les fameux blogueurs, youtubeurs, instagrammeurs, etc., tous les trucs en heure, mais qui sont évidemment influents et qui peuvent peser sur l'opinion du public. Donc, quand on va faire des RP... Ah, Nicolas, te revoilà. Ouais, désolé, coupure Internet. Je suis tellement contente de te retrouver. C'était long sans toi. Donc, sans Internet, c'est très long aussi. En t'attendant, on montrait la petite recherche que j'avais faite sur ton nom, Nicolas César, dans Sud-Ouest, en fait, tout simplement, sur le site Sud-Ouest. Et on voyait qu'en une semaine, tu avais écrit 63 articles. Et j'étais en train de poser la question à nos auditeurs. Est-ce que tu as vraiment écrit 63 articles ces 7 derniers jours? Ça me paraît énorme, mais
Il y a des dates en fait. En une semaine, Ouais. 63 papiers. Il y a 63 articles qui remontent, donc ils doivent être sûrement repoussés. Mais du coup, est-ce que tu peux Oui. nous dire une approximation voilà, de ton Alors, volume? Parce que ça va venir aussi un peu corroborer un autre point qui est l'évolution du métier et à quel point aujourd'hui vous êtes obligé de brasser large et vite pour couvrir l'actualité. alors, ce qui est sûr, c'est qu'en période de confinement, comme on fait moins de reportages, qu'on va moins sur le terrain, puisqu'il y a moins de terrain par définition, on fait aussi plus d'articles. Et comme on est confiné, qu'on a entre guillemets aussi que ça à faire en plus de gérer les enfants et de faire un peu court, mais pour le primaire, en ce qui me concerne, du coup, ben, on est quasiment 24 heures sur 24. On dort évidemment, mais c'est vrai qu'on produit énormément. Là, par exemple, une journée comme aujourd'hui, j'ai 2 articles papier donc pour le journal, Ouais. et j'en ai encore 3 autres ou 4 autres à faire pour le web, ne serait-ce que pour aujourd'hui. Ok, bah tu peux nous, c'est intéressant. Rentrons dans le détail, à moins que ce soit trop confidentiel. Mais c'est quoi les sujets? Alors, par C'est quoi exemple, tes deadlines et ton temps de production pour écrire un article? là, le temps de production pour un article, quand on est assez rapide, il faut compter 1 heure si c'est un article où on n'a pas trop d'enquête à faire derrière. 2 heures si c'est un peu plus long à écrire, mais ça dépend aussi de la taille de l'article. Moi, j'ai Mhm. un papier à faire, par exemple, sur Bercy, qui a décidé en fait d'exonérer toutes les entreprises de moins de 10 Ouais. salariés de charges sociales. Et non plus seulement justement les entreprises du secteur hôtellerie-restauration. Et surtout, jusque-là, c'était un report de charge. Donc là, on parle d'une exonération qui Mhm. concerne quand même mars, avril et mai, ce qui va coûter très cher évidemment à l'État, mais ça coûtera aussi moins cher que la casse sociale que ça génère. Mhm. Donc ça, c'est un article qui t'a été commandé par la rédaction? Non, c'est un article que j'ai proposé. En fait, D'accord. en réalité, euh, le journaliste qui, surtout une fois qu'on a acquis un peu d'expérience, on est quand même assez autonome sur le choix des sujets. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui nous sont imposés, mais majoritairement, c'est nous qui proposons les sujets. D'accord. Et donc là, Ok. celui-là, par exemple, moi j'ai dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est une mesure importante de Bercy qui était Mhm. très attendue aussi par les petits commerces. Et ça, c'est quand même l'essentiel du tissu économique aujourd'hui en France. Donc, c'était important qu'on en parle. D'accord. Du coup, en fait, sur tous les sujets d'économie, tu es le point de contact prioritaire de Bah, Sud-Ouest, c'est ça? on est Ouais. 3 ou 4 au service économie, mais c'est vrai que après, bah, plus on produit, plus on est identifié aussi. Donc, on apparaît. Ce qui est assez étonnant dans les changements, c'est de voir qu'on nous contacte à la fois à toute heure et par tous les canaux. C'est-à-dire D'accord. aussi bien par LinkedIn, bonjour, on nous demande comme ami, après on nous dit tiens, vous voulez pas parler de notre société, sur Facebook via Messenger, sur WhatsApp pas trop encore, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est intéressant. Par exemple, Bercy, le ministère de la Défense, on a pendant cette période de crise des WhatsApp qui fonctionnent mais jusqu'à minuit. Moi, j'ai été prévenu, par exemple, du point presse de Bruno Le Maire suite à la décision de l'Eurogroupe justement de trouver un accord au niveau de l'Europe Mhm. pour financer justement ces dettes. À 22h13, on nous dit sur le fil WhatsApp, il y a une conférence de presse de Bruno Le Maire à D'accord. 22h15. Ok. Et il y a 250 journalistes sur le WhatsApp. Et du coup, d'ailleurs, je fais un petit appel à tous les viewers là, qui sont sur Facebook et dont je crois qu'ils sont assez nombreux, mais qui ne posent pas beaucoup de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Mais en tout cas, je sais qu'il y en avait eu en amont. Donc, on parle un peu de la façon dont tu gères justement les relations avec bah, tous ces acteurs du monde économique. Est-ce que comment on s'adresse à Nicolas César? Alors, en gros, si on a envie de faire parler de son entreprise ou de sa marque, par exemple, je sais pas, j'ai une petite boîte que je viens de lancer à Bordeaux. Euh, Comment je m'adresse à toi? Tu es en train de Le nous mieux, dire que c'est quand même par mail, en fait, parce que ouais, c'est vrai que moi, comme j'en ai sur LinkedIn, j'en ai sur Twitter aussi, parfois un peu, sur Facebook. Au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu envahissant et je reçois quand même 300 mails par jour. Donc, ok, je préfère quand même centraliser par mail les demandes. C'est-à-dire que souvent, on me demande sur LinkedIn, je peux vous envoyer un communiqué de presse, etc. Et là, je renvoie sur mon mail ok, parce que mais ça m'évite d'aller chercher à trop d'endroits différents. on peut aller regarder ta boîte mail, t'es ok? Ouais, ouais. Allez.
Vous allez être Euh, déçus du voyage. donc, Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve dans ta boîte mail? Alors, c'est peut-être un peu différent en ce moment, non? Tu crois pas que pendant le confinement, il y a un peu de ah, retenue? Qu'est-ce que t'en dis? non, il y a pas. En fait, la retenue, elle est relative. Je reçois quand même moins de mails qu'avant, Ouais. mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est impressionnant, hein. Moi, je reçois quand même 300 mails par jour, et les gens vont avoir besoin plus que jamais de communiquer. Et donc, venir vers les journalistes en disant, bah, on essaye de produire du gel hydroalcoolique. On sent bien aussi qu'on essaye, entre guillemets, nous contraindre à parler d'eux à partir du moment où l'action est bonne, quoi. Ouais, ok. Mais du Alors, coup, le tu problème, reçois c'est que, peut-être moins d'informations un peu dans tous les sens. Voilà, là, les sujets, ils sont quand même hyper liés au Covid. alors moi, là, du coup, je traite de plus en plus de l'actu, en fait, nationale et internationale. Ouais, ok. C'est-à-dire que là, l'actu proprement locale, comme en fait, moi, j'appartiens au service général, donc c'est les premières pages du journal. Et la locale Gironde, du coup, bah, va traiter davantage les sujets typiquement locaux, y compris éco, ce qu'on faisait auparavant. Mais comme leurs journalistes, en fait, ont moins d'actualité locale, puisqu'il n'y a plus évidemment toute l'actualité culturelle, l'actualité des associations, des clubs Hmm. de sport et autres, et même politique, c'est un peu en stand-by aussi. En tout cas, pour les conseils municipaux, il y a évidemment moins de vie politique. Bah, du coup, ils sont davantage aussi sur le terrain de l'économie locale. Ouais, ok. Et puis Donc, nous, on est quand même très, très concentré là sur les annonces de l'État. Donc, ça nous occupe à plein temps sans problème. si on retourne dans ta boîte mail, euh, Oui. ça m'intéresse. Ça Alors, m'intéresse est-ce que parce que on la voit ou pas là? alors on voit ta boîte mail, ou alors on voit pas tout En évidemment. On a direct, fait un là, vous petit. voyez tout? Non, on voit pas tout. On voit pas les expéditeurs, rassure-toi. Tu dois Non, mais voir. on Je peut sais les pas voir, hein, c'est pas, ça me pose Non, pas de problème, moi, hein. ok. On a grisé les expéditeurs, voilà, mais du coup, on voit. Est-ce qu'on peut Parce que moi, je scroller? peux Non, pas. partager mon écran Ah, sans souci. je sais pas si on peut Il y faire a, ça avec la régie. Je suis pas certaine que ça soit jouable, ou alors du coup, on va partager. Ouais, si, tu peux. Vas-y, partage ton écran. C'est cool. alors, via Slack ou via Google Hangout? Alors, je pose la question Ouais, en si, c'est régie. bon. Ouais, ok, Non, non, c'est bon. J'ai super. trouvé. Ça va être marrant. Franchement, c'est un peu une expérience inédite pour des étudiants Alors là, par en RP. exemple, Ouais, ouais, c'est donc du direct, hein, c'est-à-dire que je suis pas mal occupé en ce moment là sur quelques papiers là que je dois écrire parce que j'ai fait pas mal d'interviews ce matin. J'ai fait à peu près 4 interviews, plus des réunions. Bah là, par exemple, depuis 14 heures, il y a plein de choses que je n'ai pas lues. ok. Et je sais pas si on voit bien, mais 14h05, 14h07, Ouais. 14h08, 14h11, 14h15. En fait, ça n'arrête pas, quoi. Mais comment tu fais alors? Comment tu sélectionnes l'info? Parce que peut-être que dedans, il y a la future licorne, voilà, qui Bah est en alors, train de te révéler un truc de fou. Peut-être que tu passes à côté d'infos. Comment tu fais pour ne pas louper la bonne actu? bah alors c'est ça qui est le plus compliqué, c'est qu'il faut quand même jeter un œil de temps en temps. Et du coup, il faut regarder. Moi, je regarde en général en 15 secondes à peine, plutôt 10 même. Je décide si oui ou non je vais traiter l'info. C'est-à-dire que je commence à prendre la boîte mail et puis je supprime au fur et à mesure, un peu sauvagement. Et une fois que c'est parti à la poubelle, je reviens plus dessus, quoi. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on envoie un mail à un journaliste, il faut vraiment soigner le titre. Ok, allez, on t'écoute. Là, c'est vraiment le moment de vérité pour nos étudiants. Qu'est-ce qu'il faut mettre en titre? Je sais pas, donne-nous un exemple. Est-ce qu'on a le droit de prendre un bon titre dans ta boîte mail? On va pas peut-être critiquer si Ouais, tu bah aurais là fait un par mauvais exemple, titre. je trouve que le titre, la maintenir en période de Covid-19, l'expertise d'agro-mousquetaire, bon, c'est pas très heureux comme titre. Ah, les pauvres. Euh, donc là, en fait, on a rarement de bons communiqués de presse, je trouve. C'est Ouais. rarement bien fait. Et pourtant, ça relève, de mon point de vue, du bon sens. C'est-à-dire que il faut que on explique bien en fait la thématique qu'on traite, qu'on identifie, qu'on soit pas dans le sensationnel, qu'on soit avec un sujet accrocheur, et surtout qu'on pense au fait que souvent, en fait, on va le lire depuis le smartphone et pas tant que ça depuis un ordinateur, Ça, parce c'est qu'on un est quand même. conseil très important, le smartphone. Donc, les Ben oui. titres, les objets à Et, rallonge, ça va pas?
Bah, ça veut dire que les premiers mots en fait du titre sont importants. Si par exemple ce qui est intéressant et important dans un titre est plutôt à la fin, on risque de pas le voir depuis un smartphone. Ça semble être Et, du bon sens, mais ça mérite d'être rappelé, n'est-ce pas, les étudiants? Voilà, donc et est-ce que, par exemple, il faut mettre communiqué de presse en objet? non, il faut jamais mettre communiqué de presse parce que par définition on le voit après, on le sait. Ouais. Mais par exemple, moi j'ai une conférence de presse là, du groupe Renault demain. C'est indiqué au début du message. J'ai juste besoin de savoir ça, ma conférence de presse téléphonique, groupe Renault, et puis ça me permet d'identifier dans ma boîte mail tout de suite ce qui est intéressant ou pas. En Je fait, vois il je y a vois que une tu as des première invi chose, pardon, je t'écoute, excuse-moi. on voit en fait les noms des invités, déjà c'est la première chose qu'on voit. Donc, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on connaît pas? Si Mmh. on connaît et que on sait que c'est un interlocuteur et un interlocuteur qui nous donne toujours de bonnes infos, qui est intéressant, bon, là, du coup, c'est intéressant pour nous. Donc, on regarde plus facilement. Après, c'est le titre. Si on ne connaît pas, on regarde le titre. Et là, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Ça, le nouveau catalogue Triki est désormais disponible. Et Ouais, en temps normal, je supprime avant même d'avoir ouvert en fait le mail. Parce que je sais que OK. c'est des choses qui sont. Et du coup, Le problème, en temps normal, c'est par définition que c'est un communiqué, puisque le fait qu'Epson lance de nouvelles imprimantes grand format, bon, bah, c'est une info, mais voilà, il n'y a pas besoin de rajouter communiqué devant parce qu'en plus, on perd de la place et de l'info qu'on mmh, peut donner aux journalistes. OK. Euh, Là, par exemple, pour gérer le confinement, le groupe Procedo propose d'identifier immédiatement les malades. Bah, ils ont perdu de la place bêtement parce que je ne sais pas ce que c'est la suite et c'est peut-être ça qui est intéressant. Le pour gérer le confinement, par exemple, il ne sert à rien. Tu crois? Bah oui, parce que là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la fin, justement. C'est ça, c'est les Ouais, caméras c'est les thermiques. caméras thermiques, ouais. Eh oui. Et là, tu vois, quand je regarde dans ma boîte mail, on ne le voit pas à première vue. Et pourtant, je OK. suis depuis un ordinateur. Ouais, ouais, OK. Et donc, c'est typiquement le bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment attention, en fait, aux premiers mots C'est qu'on met ça. sur le titre. Tu mets ton actu, et ton produit éventuellement en avant, voilà. C'est pas Et alors, c il y a des techniques. Là, par exemple, c'est une agence de com qui travaille pour Sony, entre autres. Ouais. Ils essayent d'alerter en disant, voilà, alerte presse, sélection Sony pour célébrer les parents. Alors, c'est assez succinct. Donc, du coup, on identifie vite qu'il y a quelque chose éventuellement d'intéressant, que quand on voit alerte, bon, ça peut marcher, quoi. Malgré tout, Ouais. on jette un œil, quoi. Après, on voit Sony, on sait de quoi on parle, et donc éventuellement, on peut cliquer. Parmi tous les gens qu'on voit là, dans ta boîte mail, tu dirais que tu en connais combien? Tu les connais, tous ces gens qui t'envoient des mails ou à chaque fois c'est des c'est des vulgaires? Bah, là, par exemple, il y a au moins la moitié que je connais quand même, hein. Ouais, OK, avec qui tu Parce travailles que j'ai régulièrement. des anti-spam, hein, donc là, il n'y a pas vraiment de spam en fait dans ma boîte mail, quoi. Tu dirais que le métier de RP s'est professionnalisé ou qu'au contraire, tout le monde essaye de s'improviser, RP? À partir du moment où je monte une start-up, je pense que c'est facile de travailler avec les journalistes et du coup, je suis Jessica et j'envoie mon mail comme ça sans me préoccuper de savoir comment, travaille le journaliste. Bah, il y a beaucoup d'agences, je trouve, à Paris qui font du quantitatif et j'ai l'impression qu'en fait, les pratiques qui, nous, en tant que journalistes, nous paraissent un peu évidentes pour éveiller notre attention et nous proposer des sujets qui nous concernent vraiment, bah, ils Mmh. ne les traitent pas. Et en fait, je pense que le problème vient d'un souci très simple, c'est qu'ils ne lisent pas la presse. Ah! C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est comme tout, quoi. Quand on cherche à vendre un produit, qu'on fait du marketing, quel que soit le secteur d'activité, si on ne se pose pas la question de savoir de quoi ont besoin nos clients, bah, on est complètement à côté de la plaque. Carrément et Et peut-être là, est-ce c'est de mon point de vue ce que font les agences de com pour l'essentiel et elles notamment à Paris. ouais. Parce que tu penses que c'est, lié à Paris? C'est les Parisiens qui Bah, sont il moins y a plein de Parisiens là hein, dans la boîte, j'essaye hein. d'exciter un petit peu l'audience sur Facebook en disant que Nicolas César critique les agences parisiennes. Heu, Ben, heu, en fait, ils font du quantitatif et le problème, c'est que moi, ils me polluent ma boîte mail. Il faut dire les choses comme elles sont. tu Et tu que penses que c'est là-dedans, vraiment des agences? Parce que on a moi, ah c'est oui, un oui. sentiment comme ça où, Ah ben justement, là, c'est à peu près tout le monde qui se met à écrire des communiqués de presse, sans passer par des agences, oui, spécialisées. là, c'est une agence, hein, OK, c'est la boîte, par exemple, la Willow. Non, la Willow, c'est la boîte en direct qui voilà. va Mmh. communiquer. Mmh.
Mais il y a aussi pas mal d'agences de com parisiennes, hein, qui nous envoient. OK. En fait, le problème, c'est qu'on est dans des fichiers nationaux et que du coup, on nous envoie ça, par exemple. Là. On a beaucoup de propositions de témoignages d'experts dans cette période, quand il y a des gros sujets comme ça nationaux, que ce soit crise du Covid ou autre. On nous propose tous les jours des experts parce qu'ils savent qu'on en recherche. Le problème, c'est que les experts qui sont proposés par des agences de com, c'est rarement les meilleurs, quoi. Mmh. Que par définition, les bons experts, ils n'ont pas besoin d'eux pour faire parler d'eux, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. J'ai vu que tu avais des invitations presse aussi. Heu, Oui, alors on t'invite à quoi en ce moment? c'est plus haut ou plus bas ce que tu as vu? Je sais pas. Je crois que c'était plus haut. Ah si, ouais, on en a une là. Un Ouais, bah, par Opus exemple, je crois, ouais. le plan de reprise d'activité de Bordeaux Métropole. Intéressant. Donc ça va se passer, sur un en virtuel, j'imagine? Ça va être visioconférence, effectivement. OK. Donc Ouais, ouais. et Mais j'ai été faire un reportage, par exemple, lundi, avec Alain Rousset, dans une entreprise qui lutte contre le Covid, là, qui fait des réactifs pour les tests. Donc, on commence aussi à refaire un peu plus de reportages, quoi. Hein. mmh et attends parce que du coup j'ai plein de questions. Sur la question des invitations presse, donc là c'est une période un peu spéciale, mais nos étudiants, ils se posent toujours la question: «Est-ce que les conférences de presse, c'est encore un format qui marche?» Parce qu'à l'époque, il y avait plus de journalistes, tu me confirmes cette Oui, statistique? Il y avait plus de journalistes, peut-être plus de médias aussi de presse écrite, donc il était pertinent quand on avait une annonce de réunir la presse autour d'un petit déjeuner, d'une conférence. Est-ce que ça, c'est un format que vous plébiscitez encore? les conférences de presse, il faut qu'elles soient assez rapides. C'est-à-dire que la conférence de presse qui dure 2 à 3 heures, à part quand on s'appelle d'assaut, on va pas Mmh. rester 2, 3 heures sur un événement, quoi. Mmh. Donc de plus en plus, on parle souvent du temps de cerveau disponible pour la pub. Bah, nous, notre temps de cerveau disponible pour une entreprise ou une association, il a diminué au fil des années. Mmh. Parce qu'on a beaucoup plus de reportages à faire, parce qu'on a une charge de travail qui s'accroît et qu'on est aussi moins nombreux du fait que la presse n'est pas moins lue, mais elle est moins achetée en tout cas. Donc par conséquent, nous, ça a évidemment des conséquences sur le modèle économique. Et c'est pour ça que justement, le temps qu'on va passer à chaque fois en reportage, bah, il diminue. Mmh. Et du coup, j'ai une question de Aurélia Lafeté, sur la page de l'ESP Paris qui nous demande ce que tu conseilles pour les fameuses relances. Donc Ah oui, je alors n'aime ça, c'est pas un vrai je n'aime sujet. pas ce mot. J'ai toujours détesté ce mot des relances. Voilà, c'est un peu comme si on était un call center quand on est attaché de presse ou consultant RP, alors que, à mon sens, au contraire, c'est un travail, de relation. On connaît son journaliste, on connaît ce qu'il a envie de faire et du coup, on va lui proposer quelque chose qui l'intéresse. On descend pas une liste, mais c'est un avis personnel. Mais en même temps, on peut comprendre que voilà, il faut relancer les journalistes. Quand on voit ta boîte mail, si tu es passé à côté de ma super actu, je suis obligée de te relancer, Nicolas. Tu le Oui, prends comment? alors, la relance, en fait, il faut surtout pas, en fait, faire comme trop souvent les agences parisiennes font, c'est-à-dire qu'ils envoient un communiqué de presse 1 heure après ou 2 heures et ils nous disent: «Est-ce que vous avez reçu mon communiqué de presse?» Alors déjà, quand on relance un journaliste, plutôt que de dire: «Est-ce que vous avez reçu mon communiqué de presse?» sachant qu'en général, on n'a même pas compris, le nom, ni, le nom de l'agence, le nom de la personne ni de l'agence, c'est compliqué de retrouver donc il faut éviter de parler trop vite, même si les gens se disent voilà, le journaliste a très peu de temps, donc je vais parler vite, mais il faut quand même qu'on comprenne. Et c'est encore un peu du béaba, mais souvent, quand les gens nous appellent, on ne comprend même pas le nom de l'agence ni le nom de la société, Mmh. quoi. Mmh. Et donc, il faut éviter de relancer tout de suite, quoi. Il faut attendre à la limite 2, 3 jours s'il n'y a pas d'urgence majeure et dire voilà, est-ce que vous avez reçu mon communiqué de presse sur tel sujet Mmh. que je vous ai envoyé tel jour à telle heure. Et comme ça, OK. si on est sur l'ordinateur ou sur le téléphone, on regarde tout de suite, en fait, en très peu de temps, de quoi il retourne en même temps qu'on nous parle. Et ça permet, en fait, de voir bah, si le sujet nous intéresse ou pas. Et puis, moi, je pense qu'il faut, ouais, il faut attendre en général 2, 3 jours. Et de la même manière, il ne faut pas communiquer trop tôt avant un événement. C'est-à-dire que nous, si on nous appelle un mois et demi avant un événement pour nous dire est-ce que vous pouvez en parler, on sait qu'il y a une demande évidemment de la part des clients de l'agence
de communiquer sur un événement un mois et demi avant. Mais nous, pour nos lecteurs, ça n'a pas grand intérêt. Ouais, ok, je comprends. Donc, il y a des logiques en fait qui sont contradictoires en termes de besoins entre la presse et la communication. Et il faut s'adapter en fait par rapport à ça et essayer de trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les attentes non plus des clients qui parfois veulent qu'on communique de telle manière sur tel sujet. Et il faut, je pense aussi, parfois faire comprendre à certains clients que leurs attentes sont soit décalées, soit trop importantes par rapport à ce qu'ils peuvent réellement espérer. Et du coup, tu apprécies quand un attaché de presse ou un chargé de RP vient vers toi avec déjà un angle, Oui, peut-être bah, voilà un sujet d'article qui soit pas juste voilà le catalogue truc est sorti. bah, c'est ça en fait, c'est qu'on voit très vite, et c'est pour ça que j'explique souvent aux étudiants que quand on fait bien son travail, en fait, on sort très vite du lot. Parce que si on a un bon titre sur son communiqué de presse, bah, sur les 300 que je reçois par jour, on le repère très vite. Mhm. De la même manière, quelqu'un qui comprend à peu près de quoi il parle par rapport au sujet, qu'il a travaillé un peu, qui a regardé aussi sur quoi écrit le journaliste. Parce que moi, on m'a quand même fait parfois des relances sur des sujets qui étaient quand même dans la presse le matin même. Mhm. Ça m'est arrivé en me disant, est-ce que vous avez reçu mon communiqué de presse sur tel sujet que vous avez envoyé hier? Je dis, bah oui, oui, l'article il est en ligne là. Ah, Ah, excusez-moi. ça c'est la honte. Mais, Aurélia, ouais, jamais, hein. mais oui, mais ça se voit encore, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du b.a.-ba, mais il faut au moins taper sur Google, regarder les sujets sur lesquels écrit le journaliste, ça prend 30 secondes, et puis voir avant d'appeler, de relancer, surtout si le journaliste n'a pas déjà écrit ou si le média, en l'occurrence, n'a pas déjà écrit sur ce Mhm. sujet-là, parce que franchement, y a rien de pire que de relancer comme ça de manière vraiment quantitative, sans se poser la question de savoir si le Mais du coup, journaliste a traité le sujet, quoi. très sérieusement, tu décroches encore ton téléphone parce qu'on entend souvent dire que les journalistes, du coup, ils ne décrochent que s'ils ont un rendez-vous téléphonique calé, mais que du coup, ils prennent même plus le Alors moi, temps de. je suis un peu, je pense que je me fais du mal tout seul, c'est-à-dire qu'effectivement, je décroche le téléphone au cas où. C'est comme les mails, quoi. C'est-à-dire que, bah, au cas où c'est intéressant, au cas où, même si c'est un numéro que je connais pas, bah, je décroche quand même. Et alors, effectivement, quand c'est des 01, parfois je me dis, putain, pourquoi j'ai décroché, quoi. Mmh. Parce que c'est des agences, effectivement, qui font du quantitatif, qui parfois nous proposent des sujets sur des boîtes toutes petites qui sont même pas de la région et qui ont juste changé de logo. J'ai vu ça aussi. Euh, donc, du coup, je décroche, mais je suis pas toujours aimable, pour être franc. C'est-à-dire Ok. que si c'est vraiment mal ciblé, je me dis, bah, ils vont aussi comprendre Bah, qu'on ne bah oui. dérange pas pour rien les Ouais, ouais. journalistes, quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez énormément de travail. Est-ce que en période de confinement, là, du coup, on a un petit peu parlé de votre nouvelle organisation. Tu dirais que, du coup, tu te sens plus disponible pour les attachés de presse et consultants RP. C'est le moment peut-être justement de connecter avec des nouveaux contacts ou au contraire, vous êtes vraiment focus sur cette actualité Covid et c'est pas le moment. Parce que je sais que c'est la question brûle les lèvres de beaucoup de nos auditeurs là, qui ont envie peut-être de t'appeler pour te parler de leur marque. Est-ce que c'est le moment, pas le moment? En fait, je pense que c'est pas le moment. Parce que il y a deux choses, c'est que bon, la première, on est vraiment focus là sur l'actualité en fait, comme je disais tout à l'heure, économique nationale et internationale, mais surtout nationale, et surtout liée au Covid. Donc les sujets connexes, ils ont intérêt à être vraiment bons si on nous propose des sujets qui sont hors Covid. Mmh. Et de la même manière, on ne peut pas non plus, c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois à des entreprises, communiquer dès qu'une entreprise va produire en fait du gel hydroalcoolique ou des masques. Parce que si on fait ça, on va se retrouver avec je ne sais combien de papiers en fait dans le journal qui vont répéter la même chose. Cette entreprise en fait a décidé de changer son activité Ouais, et ça et doit pas être forcément le passionnant ouais. pour le lecteur. D'ailleurs, Et c'est pas intéressant parce qu'au final c'est le même sujet. absolument. J'ai une question d'ailleurs de Fanny, Fanny qui est responsable pédagogique de l'ESP Bordeaux, qui voulait savoir où en étaient les audiences justement en période de confinement. Est-ce que on constate peut-être une recrudescence de l'audience parce que les gens ils ont envie d'informations un peu plus locales et du coup ils se rapprochent du journal Sud-Ouest ou au contraire c'est la dégringolade. Voilà. Donc,
C'est une bonne question. En fait, l'audience a explosé. Et les abonnements numériques aussi ont fait x6, notamment sur les premières semaines. Et on est entré pour la première fois d'histoire de Sud-Ouest dans le top 20 des sites français en termes d'audience. Bravo. Comment tu l'expliques? Par ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que les gens, en fait, sont évidemment confinés chez eux, ont du temps aussi pour s'informer, ont besoin d'avoir des informations parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes autour de cette maladie et de ses conséquences. Et donc les gens en fait ont vraiment besoin de s'informer et ça montre aussi que un média comme Sud-Ouest justement reste référent pour eux au niveau régional sur ces sujets-là. Et surtout ce qui est important pour nous aussi, on l'a vu à travers des enquêtes de satisfaction, c'est que on a proposé, je pense, un contenu éditorial aussi de qualité, quoi. Y compris par rapport à d'autres titres de la presse quotidienne régionale sur d'autres territoires. Je pense qu'on a fait un boulot, honnêtement, qui est vraiment de qualité sur le plan éditorial et qui a été salué aussi en interne, quoi. D'accord, bah, félicitations. Du coup, c'est plutôt des chiffres hyper encourageants. Tu penses que du coup, la tendance va être positive en sortie de confinement? Je pense que les médias qui ont effectivement bien travaillé, qui ont gagné en audience, sont ceux évidemment qui, à la sortie de crise, vont récupérer le plus facilement les budgets publicitaires quand ils vont repartir. Et que ceux, à l'inverse, qui ont été moins présents durant cette crise, risquent de souffrir davantage des conséquences économiques, quoi. Il est certain que là, ceux qui ont eu, entre guillemets, un rôle important de relais, d'entraide, d'un certain nombre d'initiatives positives ou initiatives de grandes entreprises ou de plus petites entreprises, il y a quand même un lien presque affectif qui s'est créé aussi durant cette période difficile et que à la sortie, ça va laisser des traces. Mmh. Je vois le temps qui file, Nicolas. Merci en tout cas pour toutes ces infos et ces petits conseils que tu nous as donnés. Je voudrais quand même, pour conclure, que tu nous donnes voilà, ta vision à toi du bon. Alors, est-ce que tu préfères dire attaché de presse, consultant RP, chargé de RP? D'ailleurs, comment se présentent-ils tous ces gens qui t'appellent? Ils te disent je suis attaché de presse, je suis consultant. C'est une bonne question. Ouais, en général, on a un peu de tout. Consultant, c'est plus consultant ou tout simplement le prénom, le nom et sans titre et le nom de l'agence. D'accord, ok. Voilà, c'est Mélanie de l'agence Hopscotch. Voilà, Voilà. on n'a pas la citer. Très bonne agence. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il travaille bien d'ailleurs. Bah oui, je te confirme. Je suis contente de l'avoir placée, celle-ci. Donc, non, mais sans plaisanter, pour toi, qu'est-ce que c'est un bon consultant RP? En quoi le consultant est un partenaire du journaliste? Alors un bon consultant RP, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, celui qui va se préoccuper des sujets qui peuvent intéresser les journalistes, donc qui va bien cibler et du coup qui va nous proposer des contenus qui correspondent vraiment à ce qu'on traite. Qui va éviter de nous déranger pour rien parce que je dis souvent que le premier contact est important. Si un nouveau consultant qui est sur le marché, en l'occurrence un étudiant qui sort de l'ESP ou de l'ESD, qui s'est orienté vers les métiers de la com, se dit bah voilà, je prends contact avec un journaliste pour la première fois. Si il a vraiment regardé sur quoi il écrivait, qui lui dit voilà, je pense que ce sujet peut vous intéresser. J'ai vu que vous aviez traité déjà un sujet un peu similaire il y a quelque temps. Éventuellement, peut-être que ça peut aller dans telle rubrique. Le contact sera totalement différent. Et le contact qui s'est créé en fait à ce moment-là, la première fois, il va persister justement sur les prochaines relations et ça va impacter vraiment, que ce soit par mail ou par téléphone. C'est-à-dire qu'on va répondre beaucoup plus facilement à des gens qui nous proposent comme ça des sujets pertinents et qui ont fait l'effort de Mmh. regarder sur ce sur quoi en fait on écrit. Et pas simplement de se dire, comme trop souvent, mon client a demandé ça, je vais contacter tel média et Mmh. je vais lui proposer sans trop réfléchir si ça entre en fait dans sa ligne éditoriale. Et ce que tu disais tout à l'heure sur l'angle, c'est-à-dire sans proposer d'angle particulier, en disant peut-être que cet angle-là peut vous intéresser. Il ne s'agit pas de faire le travail du journaliste, hein, mais c'est vraiment ça, quoi. Hein. Et, C'est de et, choisir le bon angle. la logique d'exclus, est-ce que, pardon, du coup, j'en profite pour ma culture personnelle, est-ce que c'est aussi quelque chose qui a encore de la valeur pour toi, le fait que, par exemple, je te dise,
cette information sur ma boîte. Je sais pas, je vais faire une levée de fonds. Je te la donne à toi et à personne d'autre. Est-ce que c'est quelque chose Oui, qui ça marche, t'intéresse? ça Ouais, marche bien, ça. ok. Oui, ça marche. Si l'info est effectivement est intéressante en plus, on est sensible à ça et ça contribue aussi à améliorer la relation avec le journaliste. Bon, il y a une dernière question et ça sera donc la dernière. Elle est de Léa Paris et elle te demande comment tu vérifies tes informations avant de les publier. Parce que c'est vrai que quand on voit le flux que tu as à gérer, on peut se dire, attends, il n'a pas le temps de vraiment vérifier. Alors, récemment, nous avons eu l'occasion de travailler sur un papier tous les deux et j'ai pu constater à quel point tu étais enfin, proche de tes sources et tu faisais très, très attention de vérifier. Mais du coup, est-ce que tu peux raconter à Léa comment tu vérifies? Alors ça dépend des sujets, mais par exemple, j'en traite plus trop maintenant, mais par exemple en termes de faits divers, il faut vérifier auprès de non seulement la police, mais aussi la justice, ces infos, et pas seulement se fier aux informations évidemment du voisin ou autre. Ce qui est important, c'est d'identifier d'abord en fait les bonnes sources, c'est-à-dire les sources qui sont légitimes à nous donner des infos. Là, en l'occurrence, sur tout ce qui concerne le Covid ou autre, si je dois faire un papier, par exemple, pour dire voilà à quoi vous avez le droit quand vous êtes employeur ou employé en termes de congés imposés, de RTT ou de congés payés, il faut peut-être vérifier. Moi, j'ai été vérifié sur le site du ministère du Travail, mais parfois, si j'ai un doute, je vais tout simplement les appeler aussi. Donc, il faut surtout, ça c'est le béaba du journaliste, c'est qu'il faut vérifier toutes ces infos autant que possible et au moindre doute, ne pas se fier à ce qu'on trouve sur Internet. Mmh. Ou alors, si on est sur le site Internet du ministère du Travail, moi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment la dernière ordonnance? Est-ce que c'est la dernière loi de finances rectificative ou est-ce qu'on parle de la première? Vous voyez, c'est des détails comme ça qui ont toute leur importance. Parce que, par exemple, là, sur l'histoire des congés payés, entre la première loi de finances et la deuxième, il y a des choses qui ont évolué. Donc ça, il faut vérifier partout et surtout pas recopier ce qui a pu être écrit par ailleurs. Et tu as des contacts du coup dans tous les ministères. Quand tu appelles en tant que Nicolas César de Sud-Ouest, tu peux appeler les ministères pour vérifier ton information? Oui, oui, bien sûr. On est en contact avec les ministères directement. Donc, on a des contacts directs. Et puis là, en période de Covid, justement, on a tout sur WhatsApp, quoi. Mmh. C'est, C'est c'est, marrant, ouais. c'est assez étonnant de voir qu'il y a 250 journalistes sur le WhatsApp qui posent parfois des questions à 22h30 qui sont pas urgentes. Et puis, on voit le directeur du cabinet de Bruno Le Maire qui répond, quoi. Mmh. Et tu ressens une forme de concurrence entre tous ces journalistes? C'est à celui qui va avoir la réponse, la fraîcheur de l'information, la primeur de l'information? Bon, il y a de la concurrence, mais je pense que la concurrence, elle est quand même surtout à Paris. Ouais. Après, en fait, ce qui fait la qualité du journaliste et aussi de ses infos, c'est le réseau. Mmh. Donc, si on a un bon réseau, j'ai envie de dire que la concurrence, on n'a pas trop à s'en préoccuper, quoi. Mmh. Ok, bon, il est 18h13, donc il me reste plus qu'à conclure ce live. Vraiment, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup parce qu'on n'est pas resté en surface et c'est hyper appréciable d'avoir pu bénéficier de tes conseils hyper pratiques. C'est ça que nos étudiants attendent. Donc, de ce que j'ai compris, dis-moi si je me trompe, mais il y a toujours de l'avenir pour les attachés de presse et les consultants RP. C'est un métier qui sera d'autant plus Ah, ça, important c'est sûr. voilà, dans le monde d'après, comme on dit. Voilà, donc je rappelle que l'ESP propose évidemment des formations en RP. Ça fait partie des métiers historiques de nos écoles. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite aussi à aller voir les parcours de nos anciens dans ces secteurs. On a, je pense à Benjamin, qui est directeur relations presse internationale chez Interparfums. Donc voilà, là, on est plus sur des RP niveau luxe, un peu éco aussi, parce que forcément, c'est un groupe qui pèse dans le game. Donc, du coup, peut-être que parfois, il a des actualités que tu serais susceptible de traiter. Voilà, on a aussi une étudiante qui est en poste consultante RP chez Havas. Voilà, on les voit passer là. Donc, allez regarder sur le site les parcours de ces anciens et ils sont à votre disposition aussi pour répondre à vos questions. Le SP, c'est un énorme réseau d'alumni, donc il ne faut pas hésiter aussi à aller chercher leur expertise, chercher leur savoir-faire. Et d'ailleurs, très prochainement, on va bientôt vous l'annoncer, mais on va de plus en plus souvent être en live sur ces comment talk spéciaux sur Facebook avec des anciens étudiants de l'ESP.
Encore un grand merci Nicolas pour ta disponibilité et désolé pour les petits bugs techniques. Voilà, mais en tout cas, je sais que nous avons été très nombreux sur ce live et sache pour ta gouverne, et ça sera le mot de la fin, que 31% de nos auditeurs lisent la presse écrite très régulièrement, 42% de temps en temps et 19% seulement en mode digital. Ah ben c'est intéressant. Voilà. C'était le chiffre du jour proposé par l'ESP. Je te souhaite une bonne Merci soirée Mélanie. et bon courage pour la rédaction de tes articles. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Nicolas. Salut.